Bonjour et bienvenue à Né pour jouer. Découvrez des histoires passionnantes, des expériences incroyables et des parcours différents pour vous inspirer à réaliser vos rêves. Je m'appelle Junior Boursier et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de rencontrer M. Vincent Bélanger. Salut Vincent. Salut. Comment ça va? Très, très bien. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Ben écoute, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Écoute, si mon petit chemin de ma petite expérience peut inspirer du monde, ben let's go. Ouais, petit chemin, en tout cas, regarde, je pense qu'on va te décrire un peu ton chemin, mais c'est un très beau chemin à mes yeux. Donc, tu es violoncelliste, Vincent, tu viens d'une famille de musiciens. Tu as étudié en France de 1999 à 2003. Tu as fait plusieurs classes, dont la classe maître de Yo-Yo-Ma. Tu as obtenu 5 prix musique de chambre et aussi le premier prix Masterclass des jeunesses musicales du Canada en 2003. C'est-à-dire que les jeunesses musicales en 2003 m'ont payé mon année, ma dernière année scolaire. OK. C'était une classe qui s'appelait Masterclass violoncelle avec le professeur Yvan Chipolo, qui est professeur au CNSM de Lyon. OK. Pour les musiciens classiques, moi je pense un des meilleurs professeurs qui existent. Là. Il était fabuleux. C'est encore mon ami, on correspond encore. Quand je vais à Paris, j'ai la chance d'aller à Paris quelques fois par mon travail. Et on va dîner ensemble, on va luncher le midi ensemble des fois. Ça fait que c'est un être. Donc, les jeunesses musicales, il m'avait permis de finir mes études. OK. Super ça. Tu as également été lauréat du concours Jeunes artistes de Radio-Canada en 2005. Exactement. C'était présenté par Alain Lefebvre. Alain Lefebvre. Ah, OK. Ah. Super. Tu as fait plusieurs collaborations avec plusieurs artistes de divers styles. J'ai fait. On parlait justement des Pistolets Roses, là. Oui. À Québec, j'ai fait toutes sortes d'affaires. J'ai fait de la musique New Age. J'ai fait. Mais une des plus belles collaborations, c'est avec Anne Bisson. Anne Bisson, je ne renie pas absolument rien de ce que j'ai fait. Ouais. Mais avec Anne Bisson, là, j'ai fait 2 albums avec elle. J'ai fait une conversation que j'ai ici à quelque part. Et j'ai fait aussi Tales from the Treetops. Oui. Ça, j'étais vraiment juste comme un spécial guest. OK. Et mes conversations, c'est vraiment une conversation entre elle et moi. Ça, c'est un projet qui est vraiment fabuleux. Wow. Intéressant. 2 albums classiques avec ton père Guy et ton frère Antoine également. 2001, et on a fait 2001, c'était Ores Mirabilis. C'était chant, orgue et violoncelle. OK. Puis voilà, là, il reste quasiment plus Ores Mirabilis. Écoute, on avait fait tous les chants religieux d'une certaine époque. Ah ouais. C'était le reflet vraiment d'une époque. Okay. Le credo du paysan, tous des chants d'une époque, qui sont très jolis et qui ont un intérêt musical certain. L'organiste Sylvain Doyon, probablement un des grands de sa génération, un ami de mon père. Puis le deuxième, c'est un disque de Noël, La Marche des Rois. Okay. On l'a fait en 2006. Ça, c'était même église, même formation, même principe. Et là, c'est tous des chants de Noël, des cantiques de Noël. Très religieux, forcément. Mais un peu avec toujours cet esprit d'acoustique naturelle, très important. Il y a 2 microphones. Okay. On a fait ça à 2 microphones avec des grandes perches. Ouais. Avec l'orgue Saint-Martyr canadien à Québec, c'était une folie. On a enregistré ça en 2 jours, tu sais, des affaires de fou. On a enregistré quasiment 70 minutes en 2 jours. Wow. Mais c'était trippant, tu sais. Antoine, je vois les photos, mon frère Antoine était tout petit, tout jeune en fait. Tu as fait également 3 albums personnels. Ouais. L'album La, Pure Cello et Conversation qu'on a parlé tantôt avec Anne Bisson et Suzy Leblanc. Tu as également fait des tournées de concerts en Amérique, en Europe et en Asie. Ouais. Puis tu as été également le premier violoncelle dans plusieurs orchestres symphoniques. Au conservatoire. J'étais violoncelle solo au conservatoire à Montpellier. Et puis ici, quand je suis revenu, j'ai pris le poste de violoncelle par intérim à l'Orchestre symphonique de Drummondville. OK. Fait que ça s'arrête là. C'est bon. Je suis pas un musicien d'orchestre. J'ai pas le tempérament, je suis pas souhaitable pour les orchestres. Je suis fatiguant, tu sais. Non, je suis pas un musicien d'orchestre. Et j'adore la musique symphonique, là, attention. Mais si je fais des contrats, si on m'invite à faire des gigs, là, je vais le faire, mais tu vois, je l'ai dit, Denis Chabot qui engage beaucoup des orchestres à la pige, comme ça, qui est fabuleux d'ailleurs, c'est un producteur fabuleux. Puis je me suis dit, pas un musicien d'orchestre, tu m'aimeras pas. Tu sais, je me dis, si tu veux qu'on reste amis,
s'il faut vraiment que le projet soit trippant, que le groupe soit trippant, j'ai dit, là, tu sais. T'as besoin d'espace. Il faut que ce soit le fun. Ouais, c'est ça. Plus que, c'est pas un truc égoïste, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, quand t'arrives des fois, il faut que la dimension de plaisir est là. Puis je n'avais plus. Tu sais, quand je suis revenu d'Europe, je travaillais beaucoup pour les concours. Quand tu finis le conservatoire, tu fais beaucoup de concours. Puis c'est stressant. Écoute, là, à un moment donné, tu te dis, tant pis. Puis bon. C'est sûr que mon parcours, j'ai été malade après. Tu sais, j'ai fait des pneumothorax. OK. Ça fait que j'ai pratiquement arrêté de jouer du violoncelle pendant 1 an. J'ai eu un flat. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Puis je veux dire, mais j'ai été très bien soigné, pas de problème. Puis j'ai recommencé, puis j'ai fait un album qu'on a oublié de parler, c'est Partite Mundi, que j'ai fait en 2008. Okay. Ça, c'était violoncelle et piano, puis ça a été c'est comme le disque qui a fait que je me suis remis au violoncelle, là, tu sais. Je viens d'une famille de musiciens, comme tu l'as dit. Fait que moi, je me sentais, après mes maladies, j'avais l'impression, bon, pauvre Vincent, il a étudié en Europe pendant 4 ans. C'est fini, tu sais. En réalité, c'était ma voix à moi. C'était moi qui pensais ça, tu sais, j'avais une relation avec moi. Il n'y a personne dans l'entourage de mes parents comme ça. Mais moi, je le voyais, j'étais comme un peu paranoïaque. Fait que j'étais là, bon, OK. Et puis, je me suis mis à faire toutes sortes de choses. Je me suis intéressé donc à la musique d'André Gagnon, parce que j'habitais dans son village, à Saint-Paco. Ah! C'est de la musique fabuleuse. C'est une musique qui m'a fait un bien énorme, justement, dans ma convalescence. Et j'ai compris, tu sais, quand tu es à Saint-Paco, tu comprends la musique d'André Gagnon. Tu sais, ce côté très adagio, très calme. Tu sais, quand tu es sur la montagne, il y avait une montagne de ski, mais quand tu es en haut, puis tu vois l'autoroute 20, puis tu vois tout est là. Ouais, c'est vrai. C'est tellement beau. C'est vrai. Fait que là, la musique, là, tu comprends la musique d'André Gagnon. C'est vraiment une musique, c'est peut-être cliché de dire ça, mais c'est de la musique qui est bonne pour l'âme. Ouais. Ah ouais, mais vraiment. Et beaucoup de personnes essaient de le copier, Gagnon, là, tu sais, puis ils réussissent pas. Ça fait que, tu sais, la simplicité en musique, là, c'est pas si évident que ça. Lui, il a réussi à faire quelque chose de simple, beau, qui marche. Alors, t'en as d'autres, moi, je sais pas, je prends essaie, là, tu sais, mais lui, il a réussi. Puis ça touche le monde. Je veux pas dire qu'il en vend beaucoup, effectivement, il en vend beaucoup, mais pourquoi il en vend? Oui. Pourquoi il en vend? Parce que ça touche le monde. C'est pas vrai que les gens vont acheter quelque chose qu'ils veulent pas acheter. Ça, c'est sûr. Ça, je vois pas. Fait que ça, c'est beau, André Gagnon. Donc, ça m'a permis, avec là, puis c'est drôle parce que là, c'est venu de ma séparation avec la mère de ma fille. Fait que je devenais fou, je devenais complètement obsédé. Tu sais, moi, je voulais pas cette séparation-là. Fait que là, je devenais fou complètement. Puis là, la musique, elle a toujours été dans ma vie un moyen pour me dire, décroche, relax, man, respire, tu sais. Exutoire. J'ai dit, ça n'a pas rapport, tu sais, je veux dire, pour la petite histoire, la mère de ma fille a compris avant moi que c'était fini, comme bien des femmes comprennent avant bien des hommes que c'est fini. Je sais pas pourquoi. Ça me fatigue. C'est comme ça que ça me fatigue. C'est triste, par exemple. Ouais. Mais bon, ça a été un moment très difficile, mais qui, de tout ça est ressorti. À chaque fois que j'ai quelque chose de dramatique qui arrive dans ma vie, que je pense dramatique, puis tu sais, bon, il y a toujours quelque chose de bon qui ressort, tout le temps, tout le temps. Dans la musique, ben, comme ça. Alors, j'ai fait Partite Mundi, ça, j'ai fait là. Ça, bon, là a été très, ça a été probablement un de mes albums qui a permis de me faire connaître. Et puis, voilà, ça a été un gouffre financier historique, mais il existe. Ouais, il est là. Et t'as appris des choses. Ah oui, complètement. Puis je regrette, écoute, je referais différemment, ça, c'est sûr. Mais je regrette vraiment pas mon album là. Et j'ai fait, j'ai fait de la musique de film et de théâtre. OK. Je me suis mis à composer quand j'étais malade, donc en 2005. Pour pas arrêter la musique, je me suis mis à composer. Donc, j'avais fait une pièce avec des comédiennes de Québec. C'était une pièce de théâtre qui s'appelait Indépendance. Une espèce de famille complètement tordue. Puis moi, je jouais sur scène. Okay. Je faisais comme une espèce de père. Live. En tout cas, c'était un spectacle. On a eu d'excellentes critiques, d'excellentes. J'ai été mis en nomination pour le prix d'excellence de la musique de scène. Ça a été une expérience fabuleuse. Par la suite, Annick Fontaine, la comédienne de ce même projet-là, m'a demandé de faire la musique d'un film avec Marquise Lepage. C'était toujours les mêmes filles. Donc, il y avait Annick Fontaine, il y avait Annecy Saint-Martin, Tova Roy, Edith... J'aimerais ça t'aider. Mais... Mon Dieu. Edith Paquette, voyons. Okay. Il y avait Edith Paquette. Tu sais, c'est des super comédiennes, sincèrement, des super comédiennes. Puis moi, j'ai fait de la musique pareil. Donc, c'était encore une histoire un peu tordue, une fille qui... Le titre, c'était « Ce qu'il ne faut pas dire ». Ah. Alors,
Il faut voir le film pour comprendre. Dans ta jeunesse, comment ça se passait? Comment tu t'es rendu à devenir musicien? Bonne question. On me frappait. On me frappait tout le temps si je faisais pas des gars. C'était super cool, en fait. C'était mon père. Mon père, la philosophie de mon père et même de ma mère, c'était vas-y, tu veux faire, on va t'encourager, on va t'aider, tout ça, mais tu veux pas pratiquer. Fait que non, il n'y a personne qui va taper sa tête pour faut que tu fasses tes gammes, me frapper. Oui, les religieuses, quand j'ai fait du piano à 5 ans, la maudite, elle frappait, mais je veux dire, mon père, c'était toujours. Mon père, comment je pourrais résumer mon père, c'est renforcement positif. Ah, OK. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Ça fait que j'étais, comme tous les enfants, j'ai été paresseux, j'ai été fainéant. Des fois, je pratiquais, des fois, je pratiquais pas. J'avais probablement un talent. Mais ça se passait bien. On n'est pas, contrairement à d'autres familles de musiciens, tu sais, que je suis, des amis à nous, on ne faisait pas de musique en famille. Nous, ce qu'on fait, non, c'est comme la musique. Ce qu'on faisait, c'est surtout, on jouait à des jeux de société, tu sais. On jouait à ça, puis encore aujourd'hui, c'est comme. Mais on fait pas de musique. C'est comme si. Tout le monde en joue, mais chacun fait ses choses. Oui et non. Parce qu'Antoine puis moi, on faisait des duos. Il faisait du violon. Mon frère Antoine, qui est maintenant ténor. On faisait des duos. Après ça, Antoine s'est mis à faire la clarinette, du trombone. Il avait un talent, Antoine. Il avait mon frère, il est toujours talentueux, il est chanteur. Mais le fait d'avoir. Des fois, j'ai dit, le fait d'avoir fait tous ces instruments-là, lorsqu'il chante avec un orchestre, notamment, il comprend ce qui se passe. T'sais. Moi, je dis toujours qu'Antoine, il chante comme un violoncelle. Puis ils disent qu'il joue comme un chanteur. C'est un peu bizarre, ma famille, on est vraiment bizarre. Bon. Mais sincèrement, Antoine, il a fait beaucoup de choses comme ça. Puis moi de mon côté, j'accompagnais les chanteurs tout le temps. C'était très, je ne veux pas dire professionnel, mais c'était très professionnel. Moi, on va dire, la musique, il y avait une relation très professionnelle avec ça. Parce que quand j'étais jeune, mon père avait une maison à Lillette-sur-Mer, on passait nos étés là, on avait un gros jardin, on cultivait le jardin. On est beaucoup d'enfants, on s'engueulait aussi. Mais comme dans toutes les familles. Là, les familles, il n'y a pas d'exception. Comment ça se passait? Ça se passait bien. Je veux dire, papa lui était à l'Opéra de Québec. Donc j'ai fait beaucoup de figurations, j'ai fait 2 chœurs. J'ai adoré ça. Après ça, on a essayé de former un orchestre. J'ai toujours travaillé avec mon père. Et encore aujourd'hui. Dans mes projets que j'ai fait, là, c'est lui qui dirige. Pure Cello, c'est le premier projet quasiment que je fais sans que mon père soit impliqué de près ou de loin. Mais les projets orgue et violoncelle, pas celui-là, mais les 2 autres projets qui s'en viennent, donc chant, violoncelle et contrebasse violoncelle. Mon père, c'est le directeur artistique du projet. Donc, on est très tissé serré. Antoine aussi travaille avec moi. Donc, on est, on faisait pas ça spontanément, mais on a du plaisir à travailler ensemble, par exemple. Je pense pas si ça répond un peu à ta question. Oui, absolument. Est-ce que c'est un rêve pour toi de faire ce que tu fais, de gagner ta vie avec la musique? Bonne question. Est-ce que c'est un rêve? Oh! Moi, mon rêve, moi, je voulais beaucoup d'enfants. OK. Moi, c'est drôle, je me voyais avec des enfants. Je ne me voyais pas faire carrière. J'en ai une. Je pense pas que je vais en avoir plus. Ça, c'est un rêve. Mais musicien, oui. Ça a été, ce que je veux dire, c'est ma soeur m'a dit un jour, arrose là où ça pousse. Puis j'adore ça. Oui, puis j'adore la musique. Je peux pas, comme je te dis, la vie, des fois j'essaie de m'en aller de la musique. Tu sais, puis ça me ramène toujours. Ouais, ça fait que, je sais pas s'il y a quelque chose d'ésotérique là-dedans, peut-être. Mais non, puis c'est, comment je pourrais dire, un rêve. Je vis un rêve, mais est-ce que je le souhaitais? Est-ce que c'était prémédité ou ça? J'ai commencé à 8 ans. Okay. Tu sais, t'es sous pilote un peu automatique, hein? Je veux dire, on explore, puis là... Oui, on explore, on fait, puis je veux dire, j'ai adoré ça. Tu sais, justement, dans le projet avec Isabeau, la musique de chambre, j'ai 5 prix de musique de chambre, mais la première personne avec qui j'ai fait de la musique de chambre, c'est avec Véronique Turcotte, qui a joué sur, justement, le disque d'Isabeau, la violoniste. Puis tu sais, écoute, alors, c'est un plaisir. C'est une bonne question. Non, mais... mon rêve actuellement, c'est de m'assurer que les gens, j'aimerais ça, que les gens de la musique classique, détruire le maximum de ce que je peux du cliché de la musique classique. Ça, j'aimerais ça. Oui, c'est devenu un rêve. Mais quand j'étais jeune, non. Je ne rêvais pas à ça. Je voulais voyager comme tout le monde, je pense. Je voulais certainement pas être astronaute. Bon. Mais non.
je veux dire, la musique, c'était pas... Mon père, c'est des gens qui connaissent mon père, c'est pas un gars carriériste, là, tu sais, qui va... OK, lui, il va m'amener... Non, c'était pas ça. Tu sais, mon grand-père, c'était la même affaire. Mon grand-père, Edwin Bélanger. Il faut faire ou fait. On fait. Tu sais, bon. Puis, mais la musique, c'était un plaisir. Fait, d'avoir un rêve, on va dire, d'ambition professionnelle avec la musique. Ça a rendu ce plaisir. Là, j'en ai. Ouais. J'en ai. Ouais. J'en ai, évidemment. C'est la corruption de devenir adulte. On devient mesquin, mauvais. Puis... mais non. Mais, tu sais, non, quand j'étais jeune, je voulais avoir des enfants. Je voulais avoir beaucoup d'enfants. Je voulais, tu sais. J'aimais ça. Tu sais, on était 7 enfants chez nous. Puis moi, tu sais, c'était quand même très c'est pas toujours rose, là. Tu sais, des fois, on s'engueule. Puis ce qui est bête, même à notre âge, on continue à s'engueuler de temps en temps. Mais on s'aime pareil. C'est ça. Ce qui est important, c'est qu'on s'aime. Peux-tu me parler de ton violoncelle qui est un peu particulier? Ouais. Eh bien là, il faut me ramener dans cette fameuse séparation de la mère de ma fille. Ah, écoute, ça, c'est trop. C'est tellement trop. Alors, je m'en vais, on se sépare, tout ça, puis moi, je viens sur le top. Là. Imaginez tout ce qu'un gars fou qui est prêt à faire pour récupérer la femme de sa vie, qui pense être la femme de sa vie. Je l'ai fait. Fait que je laisse l'imagination le faire. Rien de criminel, ceci dit. Ça, je fais. Non, j'ai Là, je reçois un appel de la cousine de mon père, Diane, qui me dit Ah, Vincent, j'aurais besoin de toi pour des funérailles. C'est à Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est à peu près 3 heures, je pense, de route de Rimouski, Saint-Michel-de-Bellechasse, à Québec. Je dis OK, on va y aller. C'était le matin de la première. Mais moi, c'était le pays du sourire, la personne que je connais, il n'y a pas de grande difficulté. Puis c'est des gens que j'affectionne beaucoup. Je me suis dit, bon, je vais y aller. Je pense que c'était la mère de. Je pense que c'était sa belle-mère qui était décédée. Donc, je m'en vais là-bas. Puis j'arrive sur la côte. C'était à Saint-Vallier, c'était à Saint-Vallier. Fait que là, je connaissais ça, mon frère habitait à Saint-Vallier. En tout cas, fait que là, la grosse côte de Saint-Vallier, j'arrive, et paf! Je me fais rentrer dedans. Ah non? Ah non, mais sévère. J'ai pas vu le stop parce qu'il y avait un arbre qui cachait le stop. En tout cas, me fait, mais tu sais, c'est à 132. Gros accident. Moi, j'avais un Chrysler Cirrus blanc. C'est comme si tu avais déchiré la voiture comme un bout de papier. Ah. Wow. J'avais un violoncelle là-dedans, je m'en allais faire des funérailles. Fait que là, je sors, écoute, puis comme j'étais en déménagement, ma séparation, papier, blablabla, tous mes papiers étaient dans la rue. Ah non. C'était fabuleux. Moi, je sors de là. C'était fabuleux. Ah, c'était merveilleux de voir ça. Et alors moi, je regarde, puis il y a un petit gars qui sort, puis il me dit ça va-tu? Ça va-tu? Puis là, je dis oui. J'ai dit là, je prends, on dit, je vais revenir, il faut que j'aille dire, c'est une funéraille, il faut que j'aille jouer à la funéraille. Moi, je pense que j'ai dit ça, mais apparemment, c'est pas ça. En tout cas, le gars qui a dit hey! C'est qui conduisait? Quelqu'un qui hurle. Il dit qui conduisait? Puis je dis c'est moi qui conduisais. Là, je me fais crier après, je sais pas ce qu'il me dit. Il me met les mains de main, poum, les pieds de main, puis il me met dans une espèce de ballon. Comme ça, je me ramasse dans l'ambulance, tout ça. En tout cas, c'est ça. Finalement, bon, j'arrive à l'hôpital, là, il me détache tranquillement. Puis là, t'as un gentil médecin à Lévis qui me dit bon, ben, il dit, on va faire des radios. J'ai dit, pensez-vous que je vais pouvoir jouer ce soir? La première, il dit, monsieur Bélanger, il dit, oubliez ça. Il dit, oubliez ça parce qu'il dit, avec ce que j'ai vu des photos, là, il dit, non, oubliez ça. J'ai dit, vous ne me comprenez pas. J'ai dit, je suis le violoncelle solo ce soir. Alors, j'ai dit, si j'ai une hémorragie, c'est sûr que je ne jouerai pas, on s'entend. Mais si j'ai rien, pour être sûr que je vais jouer ce soir. Il m'a regardé. OK. Alors, il m'a tout fait, il a été smart, le gars. Il m'a tout fait passer les tests en rafale. Et puis voilà, puis j'avais rien. Il m'a donné une bine, t'as rien, tu vas te donner quelque chose pour l'enveloppe, parce que ça avait très mal, tu sais, c'est un choc quand même. J'avais rien. Pas de fracture, même pas de. Écoute, c'est un miracle. Alors, je suis allé. T'as fait le spectacle. Je suis allé, ben, c'est pas fini. On ne voulait pas que j'avais mon violoncelle avec moi. Alors, je m'en vais là-bas. Et puis j'arrive, écoute, 15 minutes avant la levée du rideau. Puis là, je vois mon ami, ça me sert dans ses bras. Il dit, hey, quand t'es en vie, là. Et là, je rouvre ma boîte, le violoncelle est tout pété. 15 minutes avant. Je pense que c'était pire, ça. Je pense que l'accident lui-même. Là, je vois ça. Et là, il me regarde, mon ami, il est à côté. Il dit, Vincent, il n'y a pas de problème. Puis l'avantage de Rimouski, c'est que la salle de spectacle est collée au conservatoire. Fait que t'as pu avant. Alors, j'ai joué. Alors, ce qui est arrivé pour la première, le troisième violoncelliste, il m'a donné son violoncelle. Puis j'ai pris le violoncelle du troisième violoncelliste. Après ça, je l'ai pris un autre. Puis j'ai joué, je pense, sur 3 violoncelles durant la première. Ça a marché. Wow.
Mais c'est ça, ça. Alors, le violoncelle pété, donc la cousine Diane, pourquoi j'en parle? C'est toute une longue histoire pour dire comment cet instrument-là est arrivé dans ma vie. C'est suite à cet accident-là. Ah. C'est que Diane a dit, OK, là, elle a vu le côté, bon, j'ai fait mes affaires. Puis c'est Diane qui s'est arrangée, elle m'a attendu, s'est arrangée avec ses beaux enfants pour qu'ils me ramènent à Rimouski. Tu sais, je veux dire, vraiment, elle était super. Puis quelques semaines après, elle m'a dit, Vincent, écoute, je pense que le violoncelle de papa, ça faisait une dizaine d'années qu'il était mort. Je pense que le violoncelle de papa a assez dormi. Fait que si tu le veux, on va s'arranger. Mais tu sais, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Fait que c'est suite à ça. Alors, on est allés ensemble avec ma mère, Diane. Et moi, on est allés chez un luthier à Québec. Puis le luthier, bon, comme tous les luthiers, je le regardais, évidemment. Bon. Et tu sais pas, moi, je n'investirais pas là-dedans. Mais il a juste regardé au premier coup d'œil. Et je me souviens quand ils ont tourné les clés, ça faisait. Ça fait, tu sais, c'est comme un gars là, qui s'étire le dos. Tu sais, comme un. Ok, on y va, mon homme, là, ça fait 10 ans que je joue plus. Et puis j'ai commencé à jouer dessus. Et la première chose que j'ai dite à ma mère et à Diane, ça a été vraiment cet instrument-là a envie de parler, encore envie de parler. Wow. On a commencé à le rénover, on a commencé à le restaurer, basique juste pour le mettre fonctionnel. Par la suite, on l'a restauré encore. Il y a eu une grosse restauration par Martin Héroux, une fabuleuse restauration que Martin Héroux a faite à Juliette. Et puis voilà, puis c'est un instrument qui a. Puis je dis souvent, tu me donnes un Stradivarius, je vais être très, très, très heureux. Très heureux. Non. Je vais continuer à jouer avec lui. Ouais. Il y a quel âge cet instrument? 200 ans. Ce qui est impressionnant, on va dire pour les néophytes, mais c'est moyen, c'est un âge moyen, je te dirais. Un Stradivarius est beaucoup plus ancien. Et non, il est unique. Puis encore, tu vois, j'arrive de Floride, là. Et puis, dans le cadre de ma promotion de Zurich Musique. Et tu as un instrument qui parle. Tu as un instrument qui m'inspire encore. Ah, tu peux faire ça. Ah, tu peux faire ça. Ouais. Non, moi, je... Y a-t-il un nom? Non. Non. C'est lui. C'est lui, voilà. Quand tu composes, comment tu procèdes? C'est au piano. Au piano, oui. Ah oui? C'est au piano. J'ai une base de pianiste. Je suis pas pianiste. Mais c'est au piano. Je me laisse aller. Puis je veux dire, c'est un côté très romantique, évidemment. C'est très simple. J'aime les choses très simples. Quand je compose, je joue de la musique plus compliquée que ce que je compose. Tu sais, mais c'est vraiment une musique un peu pour moi, j'ai envie de dire. Là. Ben oui. Puis de temps en temps, ça touche les autres. Ah, ok. Bon, là, je les développe un peu plus. Puis tu joues au piano, puis tu mets du violoncelle dessus après? J'ai fait au piano, puis après ça, je me dis, ah, c'est au violoncelle. Je prends mon violoncelle. Je vais essayer de le faire. Okay. Au violoncelle, je fais des compositions au violoncelle. C'est. J'ai deux approches. Des fois, je compose au violoncelle. Puis j'essaie de développer, c'est comme des exercices, j'ai envie de te dire. Un peu mélodique, un peu comme une étude, comme les Chopin, un peu. Les études de Chopin. J'essaie de faire, tu sais, j'avais fait un atelier sur l'improvisation. Puis il disait ça, vous avez un problème technique, mais improvisez-les. Faites-vous une improvisation sur une chose. Ah, tu fais tard, ok. C'est ce que je fais. Des fois, l'improvisation, ça sonne bien. Tu sais. Fait que sur mon album-là, justement, j'ai. Comment ça s'appelle, le banquet, notamment, c'est parti d'une improvisation. Puis après ça, je l'ai brodé. Puis là, j'essaie de raconter une histoire par la suite. T'sais. Alors, qu'est-ce qui va ressembler? L'histoire, par exemple, là, je voudrais avoir peut-être une danse, un ci, un ça. Donc, ça va être, par exemple, un tango ou une valse ou des choses. Donc là, je vais essayer d'improviser quelque chose qui va ressembler à ça. Quelles sont les habiletés nécessaires pour être un bon violoncelliste, Vincent? Hey, c'est une bonne question, ça. Ça prend une bonne oreille. C'est sûr que en musique classique, ça prend une excellente oreille. Pas forcément le pitch absolu. Moi, j'ai des réserves des fois là, par rapport au pitch absolu, mais une excellente oreille, ce qu'on appelle une excellente oreille relative. Ça prend ça. Ça prend... je te dirais, généralement, pour être musicien classique, là, ça prend la curiosité. Il faut être curieux. Ce que je déplore des fois, c'est que des fois, on peut... Je ne peux pas généraliser ça, mais il y a un manque de curiosité dans l'industrie de la musique classique. Je trouve qu'on rejoue toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Bon, ça, c'est l'industrie qui demande ça. Les producteurs, on peut s'en parler
pour faire une vidéo exprès pour ça, pour les diffuseurs et les producteurs qui demandent toujours des choses que les gens connaissent. Ouais. Alors que la curiosité, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense. Ça prend de la patience. Parce que moi, on dit que c'est long des fois. Tu sais, ton trait, là, tu ne l'as pas, il faut que tu le fasses. Je ne sais pas combien de fois, il y a des traits que j'ai répétés. Beaucoup de patience, de l'humilité, parce que c'est pas toujours beau ce qu'on fait. Les autres, vous entendez quelque chose de beau, là, mais pas toujours. Avant ça, il y a des étapes, Oui. effectivement. Ça prend de l'humilité. Je pense que c'est ça, en gros. Ouais. Qu'est-ce que ça prend pour réussir, mettons, dans ce domaine-là? Ça, déjà, il faudrait définir qu'est-ce que réussir. Écoute, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il faut? Ça prend une bonne équipe. Ça prend une bonne équipe. Il faut être loyal envers son équipe. Ce que je veux dire, c'est que, première chose, ça prend une excellente équipe. Puis le succès, il faut le définir. Tu sais, si tu veux être Céline Dion, tu sais, moi, je paye mon appartement, je paye mes billes, tu sais, je veux dire, j'ai quand même une réalité. Je suis capable de faire ça. Ouais. C'est vrai que je voyage beaucoup, mais je ne suis pas encore yo-yo ma. Alors, c'est pour ça que je te dis c'est quoi le succès. Mais dans tous les cas, tu sais, on est sur cette planète pour vivre une expérience. Puis je veux dire, déjà, l'équipe, tu sais, si tu as du fun avec ton équipe, ben, tu as du succès. Tu as du succès, oui. Moi, je considère, tu sais, aussi. L'équipe que j'ai, tu sais, je veux dire, j'ai du plaisir avec eux autres. On a un lien même personnel. Sarah et Michel, justement, de Montréal Audio, Toronto et Montréal, c'est des gens qui font partie de mon équipe. Et je fais partie de leur équipe aussi. Tu sais, donc, il faut être loyal, il faut être généreux, je pense. Je reviens peut-être à tes qualités, là, mais qu'est-ce que ça prend? Ça prend une bonne équipe, ça prend de la chance. Ça, tout le monde le dit, que ce soit en affaires, n'importe quoi, ça prend de la chance. Il faut être là au bon moment et il faut être ouvert. Il faut surtout être ouvert. Maintenant, il ne faut pas non plus faire des choses qu'on ne veut pas faire. Faut pas être. Mais, tu sais, je veux dire, tu as des gens, tu sais, les gens me demandaient, si tu faisais, par exemple, du violoncelle baroque, Vincent, tu sais, là, ça irait. Ils me disaient ça avant. Puis, j'adore le violoncelle baroque, mais je ne suis pas un spécialiste. C'est pourquoi j'irais faire ça alors qu'il y en a d'autres qui le font tellement mieux que moi. Puis, le jour où je vais faire du violoncelle baroque, c'est parce que j'ai un projet bien particulier en tête. Mais je n'irai pas commencer à embêter les collègues qui font mieux que moi. Bon. Alors, tu sais, c'est de savoir à où ta place, c'est de savoir déjà qu'est-ce que tu as envie. Et puis définir, je pense que chacun doit définir quelle est notre propre notion de succès. Tu sais, comme je te disais, jeune, je pensais que c'était avoir une famille nombreuse. Là, ça change. Puis accepter qu'il faut que ça change. Tu as un objectif, tu penses que c'est ça. Si tu vois que ça ne marche pas, arrose là où ça pousse, change d'objectif. Ouais, bien ça. Tu sais, je veux dire, on n'a pas un rêve dans la vie, hein? On a plusieurs. Et à quelque part, on ne vit pas qu'une vie, on en vit plusieurs. Mais même quand ça va mal, la vie est belle. Tu sais. Puis je veux dire, c'est pour ça que l'équipe, quand ça va mal, c'est bien le fun d'avoir. Hélène, tu sais, Hélène, elle me ramassait, mais elle me disait toujours, je parlais de situation, écoute, Vincent, t'as du temps pour pratiquer. Tu sais, elle voyait toujours le côté positif. Ouais. C'est positif, excuse. Non, c'est bon. Puis je veux dire, Hélène, puis Evan, pareil, Evan, moi je suis un bouillant comme ça, puis Evan, lui, c'est le neutre, tu sais. Fait que, puis c'est parfait, tu sais, c'est parfait. Hélène et moi, on se ressemble beaucoup plus. Ouais. On fait beaucoup de musique ensemble et tout ça, donc quand on voyage, c'est le fun, parce que, tu sais, on a des délires similaires, tu sais, je veux dire, on est allé en France ensemble, Hélène Blanchet, on est allé en France ensemble, elle va être sur mon 3e projet qui va sortir. C'est ça, tu sais, c'est l'équipe. Moi, je pense, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut pratiquer, si on sait, je ne veux pas rien, il faut que tu fasses tes gammes, tes arpèges, tes affaires, c'est ennuyant de dire ça. Ce qui est surtout important, c'est l'équipe. Je pense. C'est bon. Tes projets en cours, présentement? Ben là, on s'est rencontrés, le projet de Isabelle Prévost. Ouais, ça, c'était un projet qui va être vraiment très. Oui, ça va être vraiment. Ça, je suis pas mal fier de ça. Ça a été. La session d'enregistrement a été super. Encore une fois, c'est une équipe avec qui on travaille. Vous aviez un beau setup. Exactement. Ouais. Donc ça, je pense que c'était cool. Ça s'en vient. J'ai le concerto de François Dompierre. Bon, il faut savoir que moi, je suis directeur artistique d'Audio Note Musique, qui est une maison de disques. Pour le moment, on focus vraiment sur la musique classique. Donc, un répertoire qui n'a jamais été enregistré, ou très mal, et un répertoire qui mérite l'attention. Donc, moi, je suis directeur artistique et on trouve des artistes
qui sont excellents, mais qui ne font pas partie des réseaux genre Sony, de Gramophone, tout ça. Donc, c'est vraiment un projet que j'aime énormément. Je disais souvent à mon patron, pour la mission justement de développer la musique classique, l'amour de la musique classique. Je crois plus en une autre musique quasiment qu'en Vincent Bélanger. Je disais ça à mon patron parce que la mission, pour moi, elle est très importante. Je disais aussi à mon patron que j'ai dit, je vais faire mon mandat, même contre lui, bien sûr. Bon. Il a trouvé ça drôle, mais j'ai compris qu'il fallait pas que j'aille trop loin. C'est sûr. Mais, alors j'ai ça. Donc là, j'ai 3 projets qui ont été enregistrés à Paris. J'espère que ça va être prêt pour le salon. Tout laisse croire que ça va être prêt pour le salon de Montréal, fin mars. Donc c'est violoncelle et orgue avec Mélanie Barney. Donc ce que j'ai fait le concerto de Saint-Saëns dans une version orgue. Parce que Saint-Saëns était aussi organiste. Et on a remplacé l'orchestre par l'orgue. Mais Mélanie Barney, c'est une organiste québécoise qui est spécialisée dans les arrangements de partitions symphoniques. Comme ça. Elle a fait d'ailleurs un super bel album là-dessus. Le deuxième projet, c'est violoncelle et voix. On dit toujours que le violoncelle, c'est la voix humaine et blablabla. Avec raison. C'est le range des basses jusqu'au soprano. Alors, effectivement, c'est tout le range, le tessiture, pardon, des chanteurs lyriques. Et c'est magnifique. Alors là, j'ai demandé à mon frère de joindre à moi. Donc, j'ai trouvé des pièces qui ont été originalement composées pour violoncelle et voix. Avec Antoine, depuis 20 ans, on fait des arrangements. Donc, on rajoute des lignes de violoncelle, comme si c'était un duo. Et puis, un ami pianiste, Anaël Bonnet, avec qui on étudiait à Montpellier dans le temps, 99-2003, qui est probablement un des meilleurs pianistes que je connais. Et une découverte, Aurore Quintard, une mezzo-soprano, qui est une voix d'une fraîcheur, d'une beauté que j'aime beaucoup. Donc, le violoncelle n'est pas... Le orgue et le violoncelle va être développé plus, on va dire, virtuose. Et puis là, non, là, c'est vraiment, on assume le côté très lyrique. Il y a de la virtuosité, mais très différent. Et le dernier, c'est contrebasse violoncelle. C'est un instrument fatigant, la contrebasse, à enregistrer à cause des basses, tu sais. Mais on a fait appel à un luthier français, Richard Gonon, qui a fait 2 instruments récents. Donc, en ayant une lutherie neuve, ça nous permet d'avoir un petit peu moins de basses, parce que c'est un instrument neuf a une réputation d'avoir plus de haute fréquence. Donc, ça nous a... Et comme c'est le violoncelle, et là, je n'utilise pas cet instrument-là, c'est vraiment un autre instrument, ça fusionne tellement bien. Enfin, donc ça, c'est les 3 projets qui s'en viennent, qui ont été enregistrés, qui vont sortir prochainement. Ensuite, il y a le concerto de Dompierre. Là, je m'en vais justement rencontrer un orchestre au Danemark. François Dompierre qui me dédie un merveilleux concerto. Wow! C'est merveilleux, c'est franchement merveilleux. Je ne peux pas en dire trop. Puis c'est ça, donc j'ai un projet avec mon père et mon frère encore. Je veux dire, là, carrément, Antoine le chanteur, Vincent le violoncelliste, mon père le chef d'orchestre. Donc, j'ai un ensemble de violoncelles que j'aimerais aussi. Donc, justement, je vais rencontrer mon patron pour savoir quels projets vont être dans quel ordre. Est-ce que... Quand tu es rendu à choisir l'ordre des projets, c'est quand même intéressant. Hein? Vincent, tu as des cadeaux pour les gens. Qu'est-ce que tu veux leur donner? J'ai 2 merveilleux albums. Super. Le premier, les montrer. Pure Cello en version CD. Ouais, voilà, oui. Pure Cello en version CD. Excellent. Voilà. Version CD. Et puis, évidemment, un projet dont je suis aussi très fier, Conversation, que j'ai fait avec Anne Bisson. Anne Bisson, elle est d'abord musicienne avant d'être l'animatrice de télévision qu'on a connue. C'est une musicienne fabuleuse. Oui, vraiment. Sincèrement, fabuleuse. On a eu la chance de la rencontrer. C'est vrai? Ah non, mais moi, Anne, écoute, là, c'est une belle entrevue. C'est une grande artiste québécoise, une grande musicienne là, pour moi. Là. Merci beaucoup. Puis, dans le fond, on va te voir au Salon Audio de Montréal en mars. Ouais. Et aussi, tu as une tournée en Europe bientôt. Ouais. On en parlait un petit peu tantôt. Ton site web, comment on le nomme? C'est vincentbélangercello.com, je pense. Parfait. Allez voir ça, vincentbélangercello.com. Vincent, c'est le moment que nous, on va faire 2 volets aujourd'hui. On va faire ça spécial. On va faire une pièce Mystic Rain, une de mes compositions que j'ai demandé à Vincent de jammer quelque chose là-dessus. Donc, on va faire ça en premier lieu. Puis, dans le deuxième lieu, Vincent va nous jouer. On va aller en bas. Je vais faire la démo. Je vais te faire la démo intégrale. C'est une pièce pour violoncelle seul, une composition de moi, ça va être le banquet, suivi de scène 1 et 2 de Ce qu'il ne faut pas dire, le film de Marquis Lepage que j'ai mis en musique il y a quelques années. Donc, restez là, ça va être vraiment très intéressant. Vincent Bélanger, un gros merci d'avoir participé à Né pour jouer.
Ça fait C'est plaisir. une très belle rencontre, puis je te souhaite le meilleur des succès, puis surtout de continuer d'avoir du plaisir, parce que je pense que c'est un mot qui est ressorti beaucoup aujourd'hui, puis je pense que c'est très important. Donc, un gros merci, Vincent. Vincent Bélanger. Donc, nous, on se revoit demain pour une autre entrevue de Né pour jouer. Un gros merci. Au revoir.
Bravo!